Bonsoir. Voilà, donc c'est un ouvrage sur Pierre Nothomb. Pierre Nothomb, qui est un homme politique belge, qui est né en 1887. Il a vécu essentiellement dans la province du Luxembourg, pas loin de la frontière française. Et donc au départ, il était démocrate chrétien. Mais quand la Belgique a été attaquée par les Allemands en 1914, il est devenu nationaliste. Et le nationalisme belge, au départ, était quasi inexistant. Il existait seulement dans des milieux intellectuels extrêmement restreints à Bruxelles. Et lors de l'agression allemande, sachant que les Allemands ont fait quand même pas mal de choses négatives, ils ont brûlé des maisons, brûlé des bâtiments publics, violé des femmes, fusillé des gens. Donc en 1914-18, les Allemands étaient beaucoup plus répressifs à l'encontre de la population que durant la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une explosion du nationalisme. Et finalement, entre 1916 et 1920, l'immense majorité du peuple belge était nationaliste. Et l'immense majorité du peuple français était nationaliste. Donc il y a peut-être un parallèle avec notre époque, c'est que ce sont les gens qui sont agressés par la mondialisation, par exemple les gens qui habitent dans les zones de vieille industrie, qui sont nationalistes, qui vont vers le nationalisme, quelque part pour se protéger. Et donc Pierre Nothomb a été actif au sein du gouvernement belge en exil au Havre, à Sainte-Adresse, donc près du Havre. C'est là que le gouvernement belge était. Et il a rédigé différents pamphlets pour dénoncer les crimes des Allemands en Belgique. Alors, il a réclamé donc, la réalisation d'une grande Belgique avec l'annexion du Grand-Duché de Luxembourg, d'une partie de l'Allemagne, d'une partie des Pays-Bas. Il n'a pas obtenu grand-chose parce que la Belgique a obtenu finalement quelques territoires qui étaient allemands. Et donc, en 1918, globalement, il y avait des représentants des trois grandes tendances familles politiques qui étaient avec lui. Donc les catholiques, les libéraux, les socialistes. Puis les socialistes ont quitté, puis les libéraux ont quitté. Il ne restait plus que les catholiques. Et là, il est devenu plus conservateur. Il a fondé aussi les Jeunesses nationales, qui était une sorte de mouvement musclé, qui combattait les socialistes, les communistes et les nationalistes flamands. Et il a connu à cette époque-là différentes personnes importantes. Par exemple en France, Maurras ou Barès, mais également en Italie, Mussolini. Et il a amené donc différents combats. Il a notamment organisé le casse d'une exposition soviétique à Bruxelles. Et puis ensuite, il a été un peu un des inspirateurs de Léon Degrelle. Il a participé au début du rexisme. Puis, quand Rex a percé politiquement en 1936, à partir de ce moment-là, il est rentré au Parti catholique. Il est devenu sénateur coopté du Parti catholique. Et pendant la guerre, il a eu des ennuis avec les Allemands parce qu'il était lié à la résistance. Et puis après la guerre, il a poursuivi sa carrière de sénateur. Le Parti catholique étant devenu Parti social chrétien. Et il a été sénateur jusqu'en 1965. Il est mort en 1966. Et il a écrit en tout une centaine d'ouvrages, des romans, des livres d'histoire, des livres de poèmes. Alors également ce qui est intéressant, c'est que dans l'introduction, je retrace toute l'histoire du nationalisme belge avec les différents écrivains qui ont théorisé le nationalisme belge. D'accord. Quelles a été ses relations avec Charles Maurras, sachant que Charles Maurras avait une influence importante au niveau des jeunesses catholiques, notamment en Belgique? Donc il a écrit qu'il avait été tout content de rencontrer Charles Maurras. Il a également rencontré Daudet, parce que Daudet avait dû partir en exil en Belgique. Et donc ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et alors, il y avait un autre homme qui était une grande figure du nationalisme belge, c'était Fernand Neuret. Fernand Neuret est mort en 1934, c'était un très grand journaliste. Quand il est mort, il a eu droit à un enterrement national parce qu'il était en croisière en Égypte. Il est décédé pendant la croisière. Le bateau l'a ramené à Marseille. Puis le train a ramené son cadavre jusqu'en Belgique. Et là, il y a eu vraiment un énorme enterrement. Donc à l'époque, être nationaliste, c'était très bien vu. C'était ce qu'il fallait être. Alors que plus tard, quelques décennies plus tard, c'est un peu l'inverse. Être nationaliste, c'est un peu le mouton noir. Donc on voit l'évolution de la société. Et Fernand Neuret est originaire d'Étal, qui est un village du sud de la province du Luxembourg, qui se trouve à côté du village où Père Nothomb avait son château. Alors il y a aussi un autre village à côté, à Rossignol, où Ernest Tricary, qui était un écrivain français décédé,
durant la Première Guerre mondiale quand il combattait au sein de l'armée française. Donc à cet endroit-là, il y a plusieurs poètes intéressants de l'étude nationaliste. D'accord. Et quelles étaient les racines un petit peu sociales et philosophiques de Pierre Noton? Pierre Noton, au départ, était démocrate chrétien, donc il a été inspiré par des écrivains qui n'étaient pas du tout nationalistes, par exemple Marc Sagné. Puis alors, quand il est devenu nationaliste, il a été inspiré par les écrivains nationalistes français, essentiellement, un peu italiens aussi, par exemple Corradini, mais surtout français, parce qu'il y avait vraiment une grosse influence intellectuelle de la France vers la Belgique. D'accord. Maurras, c'était un personnage qui était quand même très important en Belgique aussi dans les années 1920. Absolument, absolument. Et ses relations donc, avec les nationalistes flamands? Grande question. Comme Pierre Noton était nationaliste belge, il était contre les nationalistes flamands, puisqu'il voulait maintenir l'unité du pays, il estimait que les nationalistes flamands menaçaient l'unité du pays. Maintenant, au début des années 30, Joris van Severen, qui était nationaliste flamand, a changé de direction. Il a appelé ça la nouvelle direction de marche. Et il est devenu nationaliste, disons, belge, c'est-à-dire qu'il a respecté l'État belge et la monarchie. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un rapprochement entre Pierre Noton et Joris van Severen. Et quand en 1940, Joris van Severen a été arrêté par les autorités belges, puis emprisonné, puis transféré à l'armée française, qu'il a assassiné à Abbeville. Avant ça, donc Pierre Noton a fait un recours auprès du ministre, a demandé au ministre de le libérer. Mais bon, malheureusement, Joris van Severen n'a pas été libéré et il s'est retrouvé assassiné à Abbeville alors que normalement il n'aurait pas dû être arrêté. D'accord. Et le ministre a dit par après à Pierre Noton que ça avait été une erreur administrative. Une belle erreur administrative quand Voilà. même. Le fonctionnaire. On est habitué, surtout de nos jours. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire en particulier sur ce personnage de Pierre Noton? J'ai écrit donc des articles sur différentes personnes qui ont été des écrivains du nationalisme belge. Et Pierre Noton est un des théoriciens du nationalisme belge avec Fernand Neuret, Maurice Desombiaux, aussi Norbert Wallet. Norbert Wallet étant l'homme qui a lancé Hergé, le dessinateur de Tintin. Et donc, comme il y avait assez de matière pour réaliser un livre, je me suis dit, je vais publier un livre sur Pierre Noton. Surtout que le travail n'avait pas été fait, qu'il y avait des écrits sur l'un ou l'autre aspect de la vie de Pierre Noton, sur Pierre Noton, poète, etc. Il n'y a pas un ouvrage qui retraçait sa vie. Et donc, j'ai décidé d'écrire un ouvrage sur son existence, mais comme colonne vertébrale, le nationalisme belge et le nationalisme de Pierre Noton. Donc si j'ai bien compris, c'est avant tout le nationalisme qui vous intéressait et Pierre Noton qui vous a donné l'occasion de fournir ça, faut dire de la matière. Voilà, donc c'était l'étude du nationalisme belge qui au départ m'a amené à m'intéresser à Pierre Noton. Que reste-t-il de ses pensées politiques de cette époque en Belgique à votre avis? Est-ce qu'il a laissé une empreinte actuelle? Il a laissé une empreinte dans la province du Luxembourg où il était sénateur. Là, il est connu, sa famille est aussi connue. Et il avait le château du Pont-d'Oie, donc un endroit connu dans la province du Luxembourg. D'ailleurs, quand le château a été vendu en 2018, la population de la région s'est fortement intéressée encore à cela. Et de temps en temps, il y a des événements au château autour de Pierre Noton, etc. Et puis il y a un certain nombre d'écrivains, un certain nombre d'artistes qui s'intéressent à Pierre Noton. Notons qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui motive leurs questions? Est-ce que son passé politique nationaliste ou son passé après ou plutôt conservateur? Non, les autres écrivains qui se sont intéressés à des aspects de Pierre Noton se sont intéressés aux poètes, à l'écrivain régional, mais au nationalisme de Pierre Noton, pas du tout, non. Merci. Moi j'ai une question, a-t-il eu une influence littéraire sur sa descendante Amélie? Il faut le demander à Amélie Noton, ça je ne peux pas le répondre, mais je suppose qu'elle connaît son grand-père, qu'elle a lu quand même des livres de son grand-père. Et puis elle fait partie d'une grande famille au sein de laquelle il y a plusieurs écrivains. Donc elle est née dans un milieu favorisé du point de vue de l'écriture. Donc elle a été amenée toujours à s'intéresser à ce milieu-là. Donc je suppose qu'elle connaît son grand-père et l'existence de son grand-père. De son arrière-grand-père, pardon. Son arrière-grand-père. Bien sûr.
Et est-ce que vous avez reconnu une tournure particulière dans ses poèmes, dans ses écrits? Est-ce qu'il a quelque chose d'original, si je puis dire, qui le démarque véritablement par rapport à son temps, par exemple? Oui, mais d'abord il s'est intéressé à la vie de sa région, donc c'est un écrivain local, enraciné, un écrivain des Ardennes, qui aimait l'Ardenne, mais aussi un homme de l'entre-deux, un lotharingien, c'est-à-dire qu'il vient d'une zone, d'ailleurs le Pont d'Oie se situe justement là, la zone qui est la frontière des langues, puisque d'un côté les eaux coulent vers la Moselle et vers le Rhin, et de l'autre côté vers la Meuse. Donc où les eaux coulent vers la Meuse, les gens sont de dialecte wallon, donc sont devenus francophones, et où l'eau coule vers la Moselle et le Rhin, les gens sont de dialecte luxembourgeois et de langue allemande. Donc c'est vraiment un homme d'entre-deux, mais aussi un Européen. Finalement, à la fin de sa vie, il a quand même été Européen, convaincu, puisqu'il estimait quand même qu'il fallait évoluer. Donc il fallait quand même avoir de bons termes avec les Allemands, etc. Excusez-moi, vous avez parlé d'Européens. Quel sens européen? Européen dans le sens de la Commission européenne ou européen dans le sens ethnique? Non, il était européen dans le sens qu'il voulait fonder un continent qui culturellement était uni. C'était au niveau de cela. Uni ou homogène? Ou les deux? Uni. Mais surtout, il a soutenu par exemple la communauté européenne de défense qui n'a pas vu le jour. Mais ce qu'il voulait, c'est que le siège soit en Belgique. Donc il était quand même encore fort nationaliste belge puisqu'il a demandé absolument que le siège soit en Belgique. Et finalement, le général de Gaulle n'a pas voulu qu'il y ait cette communauté européenne de défense. Est-ce que donc Pierre Nothomb a eu des problèmes particuliers à la Libération? Non, puisqu'il était lié à la résistance, il était inquiété par les Allemands parce qu'il était lié à la résistance, donc il n'a pas eu de problème. En Belgique, les gens qui étaient liés à la résistance n'ont pas eu de problème à la libération, quelles qu'ont été leurs idées avant la Seconde Guerre mondiale. Donc les gens qui étaient réprimés normalement après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les gens qui avaient collaboré, donc des gens de gauche parfois, des nationalistes, etc. Mais les nationalistes qui sont allés dans la résistance ou les nationalistes qui n'ont rien fait n'ont pas du tout été inquiétés à la libération. Lors de nos discussions, quelques minutes auparavant, vous nous avez parlé un peu de la partition des nationalistes entre résistance à l'occupation allemande et ce qu'on peut appeler collaboration avec les Allemands. Quelles étaient les proportions et est-ce que des gens ont changé de camp au fur et à mesure de la guerre et de l'avancée des Alliés? Oui, donc les premiers résistants en Belgique francophone ont été des tenants de l'ordre nouveau. C'était la Légion nationale dirigée par Paul Renard qui était un avocat. Donc eux, ils étaient très radicaux. Et ce sont les premiers résistants. Ils ont eu des dizaines de morts, décapités ou fusillés. Il y a eu également d'autres personnes qui étaient liées à des mouvements d'ordre nouveau qui sont allés dans la résistance. Par exemple, Xavier de Grune, qui était le lieutenant et l'ami de Léon de Grelle. Il était résistant, il a fondé la Phalange et il est mort en déportation. Il y a également eu le MNR, le mouvement national royaliste, qui a été dans la résistance et qui était fondé par des rexistes dissidents à Arscott. Donc des rexistes qui étaient restés fidèles au roi et qui ne voulaient pas du tout que Rex aille dans la collaboration. Il ne faut pas oublier que la Belgique est une monarchie et donc que les gens qui sont nationalistes sont favorables au roi. Et par exemple, la Légion nationale ne réclamait pas le pouvoir pour elle-même, elle réclamait le pouvoir pour le roi, elle voulait renforcer le pouvoir du roi. Y a-t-il toujours un des rapports entre le nationalisme, ou ce qu'il en reste de nationalisme en Belgique, et la royauté? Est-ce que les liens sont toujours aussi présents, comme vous l'avez mentionné, ou est-ce que c'est beaucoup plus diffus ou inexistant? Le nationalisme belge existe très peu, donc le nationalisme belge n'est pas en état d'être très influent, mais il y a une partie des nationalistes belges qui sont favorables à la famille royale, puisque le roi représente l'unité du pays. Par contre, les nationalistes flamands, eux, ont tendance à être contre la monarchie, parce que la monarchie représente l'unité de la Belgique. Les nationalistes flamands, que ce soit la N-VA ou le Vlaams Blanc, veulent la séparation du pays. Et ce qui est assez hallucinant quand même, c'est que si je comprends bien, selon ce que vous dites, on va dire l'extrême droite pour caricaturer, n'est-ce pas, est à l'origine de la résistance aussi bien en France qu'en Belgique. Voilà, oui. Et pourtant, la société qui va naître de leur réussite, puisque la résistance a réussi, est une société contraire à leurs idées. Oui. Comment vous expliquez le peu d'influence qu'ils auront
lors de la, entre guillemets, libération. Parce que les temps ont changé, les gens pensent que l'avenir est radieux, alors qu'avant les gens pensaient que l'avenir était bouché. Et donc à ce moment-là, ils vont aller vers des idéologies plutôt très à gauche, comme le communisme, qui représente un espoir à cette époque, qui plus de l'Union soviétique apparaît comme la puissance qui est la grande, celle qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça va jouer, et qui plus est, il va y avoir une sorte de réécriture historique qui va vouloir que certains prétendent que la gauche était dans la résistance et que la droite ou les nationalistes étaient dans la collaboration. Et donc la société va plus ou moins recevoir cette idée qui maintenant est battue en brèche par certains écrivains, mais à l'époque, il y a quand même eu une tendance à croire ça. Donc les gens ont été dans ce sens-là. Et ces nationalistes n'ont pas été capables de défendre leur image, si je puis dire. Voilà, Même leur mémoire. Ils n'ont pas pu défendre vraiment leur mémoire. Ils sont apparus comme étant des ringards à cette époque-là. Dans les années 1970, 70 pour les Français, avoir des idées comme ça, c'était des idées vraiment qu'on pouvait considérer comme étant du passé. Maintenant, elles reviennent, mais ça, c'est, je crois, un cycle éternel. Les idées qui sont les plus déclassées à un moment donné reviennent à l'avant. C'est un peu comme dans la mode. Quand les types de vêtements qui sont les plus déclassés, 30 ou 50 ans après, reviennent à la mode. Là, c'est la même chose. Donc, comme il y a une nouvelle agression de la société, cette fois par la mondialisation, les citoyens, en partie, vont vers le nationalisme. Vous m'avez précisé dans notre discussion précédemment que vous avez passé par le journalisme. Oui. Souhaitez-vous nous en dire un peu plus? Ce que vous pensez vous avez pensé de cette période? Ce que vous pensez du journalisme en Belgique actuellement? Le journalisme est très peu libre. La presse dépend de subventions ou de publicités. Donc dans les deux cas, la presse ne peut pas faire ce qu'elle veut. Parce que si elle fait des choses qui ne plaisent pas au pouvoir politique, elle risque de ne plus avoir de subventions. Et si elle déplaît aux annonceurs, elle risque de ne plus avoir de publicité. Voire aussi de problèmes avec les politiciens. Parce que parfois les politiciens ont des contrôles d'entreprises publiques. Et les entreprises publiques peuvent couper la publicité aussi. Donc la presse est très peu libre. Est-ce que votre passage dans la presse vous a semblé utile? Oui, puisque j'ai pu voir comment ça fonctionnait, et puis j'ai pu aussi un peu pratiquer, écrire, rencontrer des gens, donc c'était très utile. Merci. Merci.